je vais vous parler du séisme d'Haïti qui a eu lieu cet été. Et je vais essayer de vous montrer ce qu'on a appris sur ce séisme très rapidement, à peu près en un mois, avec la collaboration de plusieurs scientifiques. Donc on fait un travail de fond avec Haïti depuis longtemps, un travail scientifique de formation de chercheurs, de jeunes chercheurs. Et donc il y a une équipe haïtienne qui est assez importante maintenant, avec des jeunes chercheurs qu'on a formés dans le passé. J'ai mis Silver Paul en gras parce que lui, c'est un étudiant qui vient de commencer sa thèse. Et puis, donc, une équipe française qui est constituée à la fois de personnes de GéoAzur, donc du CNRS, de l'Université Côte d'Azur, de l'IRD. Éric Calais, qui est un chercheur de l'ENS, qui est actuellement en Haïti, qui est détaché à l'IRD. Et puis, ici, il y a 2 personnes aussi de l'ENS qui ont travaillé principalement sur les données satellitaires. Alors j'aurais pu intituler ce séminaire, comment tu as dit Sandra, Sarah, c'était sonder l'univers violent, c'est ça? Là ça pourrait être sonder la terre violente, parce que Haïti, pour bien des raisons, est un endroit très violent. Donc quelques éléments de contexte. Donc Haïti, vous voyez ici, est situé dans une zone tectoniquement très active. Qu'est-ce que ça veut dire, tectoniquement très active? Ça veut dire qu'il y a des plaques tectoniques qui bougent, et qui bougent assez rapidement. Donc qu'est-ce que ça veut dire rapidement pour nous? Là, c'est des plaques qui bougent à peu près à 2 cm par an. Alors, ce n'est pas le maximum. Sur la Terre, on a des endroits où ça bouge plus. Ça peut aller jusqu'à 10 cm par an. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus fort que, par exemple, les déplacements qu'on a ici. Donc, les déplacements qu'on mesure ici en GPS, c'est même pas 2 mm. Donc ces déplacements, ça engendre forcément des séismes. Donc c'est d'une zone très sismique. Là, vous voyez l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et toute cette zone ici d'Haïti. Donc voyons de manière un peu plus... on zoome un petit peu sur cette île qui s'appelle Hispaniola. Donc à droite, on a les républiques dominicaines. À gauche, on a Haïti, puis entouré par Cuba, la Jamaïque, Porto Rico. Et donc on voit qu'on a de grandes failles ici. La faille septentrionale et une faille qui s'appelle la faille Enriquillo, qui accommode ces déformations. Donc, le long de cette faille, il y a forcément des séismes. Historiquement, il y a eu des séismes bien connus en 1700, 1701, 1770, 1751. Il y en a eu aussi au nord dans les années au XIXe siècle. Et puis, évidemment, le séisme de 2010 en Haïti, que j'espère vous n'avez pas oublié, parce qu'on a tendance à oublier, donc un séisme qui a été particulièrement catastrophique puisqu'il a fait, alors selon les estimations, à peu près 200 000 morts. Pourquoi il a fait autant de victimes? C'est pas parce que c'était une magnitude très forte, parce qu'à magnitude 7, il y en a sur la Terre à peu près 20 par an, mais parce que ce séisme a eu lieu sous la ville, une ville très densément peuplée et surtout très mal construite. Donc les estimations, il y en a qui disent 200 000, il y en a qui disent 50 000, donc c'est pour dire si c'est compliqué dans cette zone. Alors, nous, on ne va pas s'intéresser là à cet aspect-là, bien que forcément il est très important, mais on va s'intéresser à l'aspect plus scientifique. Donc ce séisme, il n'a malheureusement pas été enregistré par une seule station. C'est pas vrai, parce qu'il y en avait quand même une dans un collège, dans un réseau sismo à l'école qui était installé, mais c'était une station qui n'était pas faite pour enregistrer un séisme aussi fort, donc elle a saturé. Donc, partie de ce constat et du fait qu'on se rend compte que, alors, quand on n'a pas de station, on a peu d'informations sur ce qui se passe lors d'un séisme. On a monté un projet donc, qui s'appelait SERAI, qui partait du constat qu'il est difficile de maintenir un réseau sismologique dans un pays tel qu'Haïti. Il est difficile, du coup, d'obtenir des informations sur un séisme qui a eu lieu, et aussi une grande difficulté pour éviter les rumeurs et les doutes sur l'information transmise. Vous allez me dire, il n'y a pas qu'Haïti pour ça, mais bon. Donc ce projet SERAI, il a été financé, il y a eu un petit fonds de financement de l'IRD, du CNRS, de 2018 à 2021, avec un objectif scientifique, c'est d'avoir un réseau sismologique capable d'enregistrer des séismes, à la fois les petits et les gros, vous allez voir pourquoi, et puis un objectif sociétal, d'essayer de former des citoyens qui soient mieux informés et en même temps actifs. Donc la proposition, c'est de construire un réseau sismologique avec des stations à bas coût, des stations qui ne coûtent pas très cher, qui seraient mises chez les gens. Récupérer ces données et puis développer des outils d'échange et de communication en accord avec les attentes, les coutumes,
les besoins et les réticences d'un pays. Donc ça, c'est tout un programme qu'on ne sait pas bien faire, nous les scientifiques. Alors, où on en est en 2021. Donc vous voyez ici une carte d'Haïti. Alors tous les petits triangles rouges représentent les stations qui ont été installées chez des particuliers, parfois dans leur salon. Donc c'est des stations qui sont connectées à l'électricité. Bon, c'est pas rien de le dire parce qu'en Haïti, souvent, il y a des coupures d'électricité. Et à Internet. Donc toutes les données sont immédiatement disponibles pour tous les chercheurs du monde entier, et qui le veut d'ailleurs, sur les plateformes internationales. Et nous, on les récupère à GeoAzure. Donc c'est quelque chose qu'on sait bien faire parce qu'on fait ça dans la région. Donc on a 2 ingénieurs en particulier qui ont mis leurs compétences à disposition pour créer des petites cartes, pour pouvoir récupérer les données en temps réel et faire en temps réel localisation et magnitude, détermination de magnitude. Alors, associé à ça, il y avait un réseau de sociologues qui ont commencé à travailler avec nous. L'idée, c'était donc, j'ai mis le petit logo, vous voyez, de WhatsApp, parce que c'est le réseau social qui marche le mieux en Haïti. Et donc, on a un petit réseau pour le moment, donc c'est une opération qui est à l'essai, des gens qui hébergent des stations, des scientifiques, alors à la fois sismologues et sociologues, pour discuter avec les hébergeurs. Donc le réseau, il est constitué des stations en Haïti, mais aussi des stations dans les pays voisins. Alors voilà ce qu'on faisait. Donc on est arrivé à avoir donc une détection de séisme à peu près, donc je ne sais pas si vous voyez bien sur la colonne de gauche, donc c'est à peu près la même présentation qu'on a sur le site, j'espère que vous connaissez, sismoazur.oka.eu, qui vous donne la magnitude et la localisation d'un séisme à peu près quelques secondes après le fait de l'avoir ressenti. J'espère que vous connaissez ça, parce que c'est très utile quand on sent un séisme dans la région. Donc ça, c'est la même chose en Haïti. Et donc on arrive à peu près à enregistrer tous les séismes de magnitude supérieure à 2,8. Donc c'est quand même des petits séismes. Et donc vous voyez que par exemple en un mois de séisme, j'ai fait exprès de prendre le 14 juillet jusqu'au 13 août, on avait à peu près 32 événements en un mois. Donc avec à la fois des gens en Haïti, à la fois des gens en France qui suivent ce réseau. Donc Cyberport qui a commencé sa thèse avec des tas de choses à affiner, comme le modèle de vitesse, etc., pour les inversions. Et voilà, donc un système qui marchait bien. Le montage d'une ANMR qui s'appelle Osmose, donc avec le but de développer ce réseau. Là, on n'avait qu'15 stations, on voudrait arriver à 60 stations. Et puis de faire un vrai travail avec les sociologues. Alors les sociologues, ils ne sont pas à GeoAzure, c'est des sociologues haïtiens, des sociologues qui sont à Paris, des sociologues de Bordeaux, de Sciences Po à Bordeaux, principalement, avec plusieurs work packages qui travaillent à la fois sur donc l'aspect sismologique, géodynamique, à la fois l'aspect sociologie, l'aspect information, comment informer les gens, et puis aussi les églises, essayer de réfléchir à comment faire les choses, pour ne pas faire des choses qui ne servent à rien. Et vous voyez qu'il y a le mot vaudou, par exemple, en Haïti, ici, qui est vraiment très, très important à prendre en compte. Voilà, et ce projet, il a été accepté. Donc, il a été accepté en juillet. Donc, c'est un travail qui va commencer de 2022 à 2026. On espère qu'il va apporter beaucoup d'informations. Et puis, donc, on s'est dit, bon, juillet, c'était quand les ANR? C'était fin juillet, donc tout le monde est parti en vacances. Alors, excusez-moi, je suspense, il était après. Donc, quand même un petit point sur ce qu'on va faire dans l'ANR au niveau du signal. Un aspect un petit peu novateur, c'est que ces stations, forcément, elles sont situées chez des particuliers. Et en plus, ce sont des stations à bas coût, qui coûtent à peu près 1 000 $. Vous pouvez en acheter une, d'ailleurs, pour en mettre chez vous, si vous voulez. Forcément, le signal est moins bon. Il enregistre dans une bande de fréquence qui est moins importante et il est bruité. Donc là, on compare les signaux des stations ici. Alors ça, c'est les 2 bonnes stations qu'on a, et là, c'est les autres stations par rapport aux standards internationaux qui sont là en noir. Vous voyez, donc quand on se situe en dessous, en gros, la station est bonne. Donc vous voyez qu'on a un grand nombre de stations qui n'a pas un bon signal. Et donc là, c'est une collaboration avec Quentin Blétéry, qui a une ERC qui s'appelle Early, qui travaille en gros sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour différentes choses. Vous aurez peut-être l'occasion d'en parler avec lui. Et donc là, l'idée, c'est d'améliorer le rapport signal sur bruit en utilisant à la fois des données de stations large bande professionnelles et ces stations.
Alors, je disais que, donc voilà, le projet ANR était en marche, on arrive à détecter des séismes de magnitude, on va dire 3. Donc ce qui se passe, mais on ne sait toujours pas prédire les séismes, désolé, hein, les sismologues vont pas très vite pour ça, on nous le reproche toujours, on nous dit toujours la météo, on arrive à prévoir. Les séismes pour le moment on n'y arrive pas, mais bon, ça avance quand même. Et du coup, eh bien, il y a un séisme qui a eu lieu le 14 août, donc la veille du 15 août, en plein mois d'août, et puis avec un réseau qui était, c'est quand même un réseau de recherche, hein, c'est pas un réseau d'observation très sécurisé. Et là, le samedi, on s'est appelé, on s'est dit, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Alors, ça, donc là, j'ai mis une image qui montre que les dégâts, donc on va parler de ça si vous voulez, mais c'est pas le but de cet exposé. Les dégâts ont été considérables, mais avec un nombre de morts bien moins important. Non pas parce que les Haïtiens se sont mis à construire avec des normes parasismiques, mais parce que c'est simplement une zone moins peuplée. Et voilà, donc on a enregistré, alors quelque chose de vraiment très intéressant pour les sismologues, on a enregistré le séisme, le choc principal, c'est-à-dire le séisme principal de magnitude 7.2, sur une station toute proche, hein, qui est à 20 km. On a pu mesurer le PGA. Le PGA, c'est le Peak Ground Acceleration. C'est un des indicateurs importants pour avoir le niveau de vibration du sol. Donc c'est le tiers de l'accélération de la pesanteur, 0,32 G, on arrive. Donc ça, c'est un indicateur très important qui a été utilisé d'ailleurs pour faire des check maps par les Américains. Et puis, donc vous voyez là, en un mois, au lieu d'avoir enregistré 32 séismes, on en a enregistré 600. Donc là, on a travaillé, parce qu'on n'était pas sûr que... On a beaucoup travaillé au mois d'août, en fait. On n'était pas sûr que tout ce qu'on enregistrait de manière automatique marchait bien. On n'était pas sûr que nos systèmes n'allaient pas mélanger des stations proches, des stations lointaines, etc. Quand on a dans un même signal plusieurs séismes en quelques secondes, on peut avoir vraiment des choses qui sont pas correctes. Et du coup, on a repointé manuellement les choses. Donc on a demandé de l'aide à différentes personnes. Les personnes en rouge sont les personnes qui nous ont aidés pour se pointer, alors qu'ils participaient pas du tout au projet. Donc j'en profite pour les remercier. Donc, à partir de ces enregistrements, donc ça c'est par exemple un exemple d'enregistrement. Donc vous voyez en abscisse on a le temps en secondes, et en ordonnée on a là la vitesse du sol en mètres par seconde carré. Donc en gros le système automatique, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe la première onde qui arrive, l'onde qui sort du bruit, qui est l'onde P, si vous vous souvenez de vos cours, hein, il y a l'onde P et l'onde S, d'abord l'onde P, après l'onde S. Et nous, donc, on a vérifié, au moins pendant les premiers 15 jours, tous les séismes qui ont eu lieu pour être sûr que notre système fonctionnait bien. Il a bien fonctionné, et ce qui était étonnant, c'est qu'on a eu, dans la zone épicentrale, il y a eu quelques stations qui ont très bien marché, et le lendemain et le surlendemain, il y a d'autres stations qui se sont allumées. C'est-à-dire que des gens qui avaient des stations chez eux, à un moment donné, ils avaient peut-être un peu oublié qu'ils avaient une station, ils l'ont rebranchée, et du coup, on a eu des données en temps réel nombreuses. Alors, avec ça, on a fait des localisations. Donc, tous les points là représentent les séismes qui ont été enregistrés. Donc là, il y a 1200 répliques de magnitude 1.5 à 5.8. On voit ici en coupe ces séismes. Alors, je ne rentre pas complètement dans le détail, mais c'est vraiment un scénario compliqué. On n'a pas la faille qu'on attendait, la faille d'Enriquillo, elle n'a pas fonctionné exactement comme on l'attendait. C'est souvent compliqué dans ce pays. Là, on a utilisé des méthodes de localisation qui travaillent à la fois sur le pointé, c'est-à-dire le temps, mais à la fois sur les formes d'ondes. Donc avec des similarités, des cross-corrélations pour comparer les formes d'ondes. Une chose intéressante au niveau aussi sociétal et de l'alerte, c'est qu'on peut, à partir des premiers jours, si on enregistre toutes les répliques, avoir une prévision du nombre de répliques attendues. Donc ça, c'est intéressant pour la protection civile, par exemple. Donc là, vous voyez les courbes. Donc ça, c'est le nombre de séismes chaque jour qui a été enregistré. Et vous voyez ici les courbes de prédiction. Et ensuite, donc, le nombre de séismes d'une telle magnitude, qui sont, là c'est magnitude supérieure à 3, qui sont prévus. Donc ça peut permettre d'avoir une probabilité d'occurrence d'un plus fort séisme. Alors ça ne marche pas toujours comme ça, hein, mais ce sont des courbes de prédiction qui sont quand même informatives. Donc on n'a pas eu après de gros séismes, on a eu une répartition des répliques assez attendue. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on inverse
le mécanisme au foyer. Alors ça, c'est le petit ballon que vous voyez là. Si vous n'avez pas l'habitude, ça ne vous parle pas. Hein, mais en gros, ça nous dit quelles sont les failles qui ont bougé, quel est leur azimut et quel est leur sens de glissement. Donc là, ça nous dit que c'est une faille inverse, c'est-à-dire avec une partie qui monte par rapport à l'autre, mais aussi décrochante, qui va vers l'ouest. Ça, c'est une inversion du glissement. Donc ça, c'est Bertrand Delouis qui a fait ça. On est assez spécialiste à GeoAzur pour faire ce genre de choses. Donc en utilisant à la fois les données des stations proches chez les gens et à la fois les données mondiales, il a obtenu une distribution du glissement sur la faille en profondeur. Donc vous voyez qu'on a un glissement qui peut atteindre 4 mètres en profondeur. Ça, c'est une image qui vient de l'interférométrie radar. Donc ça, c'est le satellite ALOS, qui est un satellite japonais. Mais on a aussi des images avec Sentinel. Et donc, on a pu mettre en évidence, donc là, il est déplié, c'est l'interférogramme qui est déplié, et on met en évidence qu'il y a une zone qui a bougé en inverse, c'est-à-dire avec un mouvement du sol qui allait vers le haut, et puis une zone qui s'est décalée vers l'ouest. Donc la faille, le séisme, il a commencé en profondeur avec un déplacement vers le haut, et ensuite il s'est propagé avec une vitesse de propagation qu'on estime à 2,9 km par seconde vers l'ouest. Alors ce qu'on peut aussi très bien voir à partir de ça, c'est la taille de la faille. Donc ce qu'on voit, c'est que la faille, elle fait à peu près 50-60 km. Hein. Donc pendant 50-60 km, la rupture s'est propagée. Donc ça, c'est des zones qui sont quand même assez bien... Alors, c'est pas aussi habité que Port-au-Prince, mais il y a quand même pas mal de monde. Alors, donc nous, on s'est servi, donc on a beaucoup discuté surtout pendant les 15 jours, entre les gens qui avaient les informations de la sismologie, les gens qui avaient les informations des satellites, les personnes qui ont fait les mécanismes au foyer. C'est pas forcément exactement les mêmes spécialités, pour essayer de comprendre, parce que c'est un scénario complexe. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que la distribution des répliques et aussi les images satellitaires ne nous montrent pas un séisme vraiment simple qui suit le tracé de la faille d'Henrique-Riggio, et les répliques qui se répartissent en 2 groupes. Alors, on va en savoir plus, parce que sur le terrain, il y a des équipes qui sont allées poser des stations en plus. Alors, à la fois des petites stations Raspberry Check rapides à mettre et pas chères, mais on a mis aussi des stations professionnelles. Donc, il faut savoir que ce n'est pas simple de travailler sur le terrain là-bas. Bon, ça, c'est aussi l'analyse satellitaire qui nous montre qu'on a deux zones qui ont glissé de manière importante. Donc, cette zone qui est à l'est et cette zone qui est à l'ouest. Celle-là est plus profonde et celle-là est plus superficielle. Alors ici, on a représenté à la fois le séisme de 2021 et le séisme de 2010. Donc vous voyez qu'ils sont séparés. Celui de 2010, il était à Port-au-Prince. Ça, c'est ses répliques. Et celui de 2021, il est donc dans la presqu'île du Sud. Et vous voyez qu'entre ces deux séismes, il y a une zone qui n'a pas rompu. Donc, comme dans cette zone, a priori, il n'y a pas de glissement lent, ou alors ils n'ont jamais été enregistrés, il y a une chance qui est une probabilité plus importante d'avoir un séisme dans le futur dans cette zone, donc une zone qui devient encore plus dangereuse. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a des équipes haïtiennes qui sont allées poser tous ces triangles bleus. Ce sont des stations supplémentaires qui ont été posées. Alors pourquoi on fait ça C'est pour avoir plus d'informations sur les petits séismes, et puis aussi pour voir si on n'a pas un biais. Parce que quand on a peu de stations et qu'elles ne sont pas très proches, parfois on a un biais de localisation. Donc là, ça va nous permettre de recaler toutes les localisations d'avant et de mieux comprendre les processus, au niveau mécanique aussi. Alors ça, c'est un tout petite information sur ce que... on a la cellule EduMed de GeoAzur qui participe à ce projet. Et ce samedi, ils font un séminaire pour les professeurs. Donc les professeurs haïtiens, mais il y a aussi beaucoup de professeurs de Martinique et de Guadeloupe qui se sont inscrits, et aussi des professeurs français, puis c'est un séminaire en ligne. Donc si ça vous intéresse, c'est samedi après-midi, pour que justement les professeurs puissent être disponibles. Donc c'est un séminaire qui va à la fois le début, ça va être un scientifique haïtien qui va présenter ce qu'on a compris du séisme de manière assez simplifiée. Et puis la deuxième partie, c'est une activité
qui va être faite, alors c'est Jean-Luc Béringuet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui va présenter ça, ce qu'on peut faire sur les données, ce que les profs peuvent faire sur les données, hein, en utilisant le site EduMed, où il y a donc les données de ce séisme qui sont enregistrées et des méthodes pour faire des localisations, etc. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous connecter. Et puis un petit mot sur le cadre de ces travaux. Donc on a, puisque ça fait longtemps qu'on travaille dans cette zone, on a déposé un projet de LMI. Un LMI, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire mixte international. Donc ça c'est un outil, donc ça existe au CNRS et ça existe à l'IRD, donc ça c'est l'IRD, qui permet d'avoir un cadre pour le travail et d'avoir une aide en local. Donc là c'est un laboratoire mixte international dans lequel on participe, mais il y a aussi l'océan, IGE de Grenoble, et donc qui ne concerne pas que les sciences de la Terre, ça concerne aussi le climat et l'aspect sociétal. Voilà, je vous remercie. Merci François. Vous m'entendez là? Oui, il y a des questions, j'en vois déjà 2. Merci beaucoup.